Bonjour à tout le monde. Donc d'abord je me présente. Donc je suis Olivier Laurent, je suis orthophoniste à Toulouse en libéral depuis 1997 et j'ai travaillé en salariat à mi-temps au CESDA de Toulouse, donc qui accueille des enfants déficients auditifs de 2003 à 2014. Donc c'est là que j'ai un petit peu mieux connu le monde de la surdité, mis en place des outils au niveau de la prise en charge de cette surdité et notamment de la LFPC. Donc, je vais vous présenter le principe du code LFPC. Ensuite, on parlera de cette complémentarité nécessaire entre le travail des orthophonistes et le travail des codeurs. Et on finira avec une petite partie questions-échanges si vous avez des remarques ou des demandes. Donc, mon animation elle est foutue, là, je posais la question, LPC, donc qu'est-ce que c'est? Donc, le L, alors, il y avait une petite ambiguïté, langue, langage, bon, mais vous avez déjà la réponse, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est effectivement langue parlée complétée, et est venu se rajouter le petit f pour langue française. Donc, du coup, ça nous oblige à parler un petit peu d'histoire. Comment est arrivée la LFPC en France? Donc, comme l'a dit le président, ça vient des États-Unis. Donc, c'est un Américain, physicien, ingénieur, physicien et mathématicien, qui travaillait auprès des sourds, notamment des adultes sourds, et qui se demandait pourquoi le niveau de langage écrit n'était pas équivalent au niveau de langage oral. Et en cherchant, en faisant des recherches auprès d'autres scientifiques, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème entre l'écrit qui nécessitait une perception globale des mots et l'oral qui, du coup, n'était pas construit dans sa chaîne articulée au niveau linguistique avec le découpage des phonèmes. Donc, il a cherché une méthode qui allierait une complémentarité entre ce qui se passe dans la chaîne parlée et comment visualiser cette chaîne parlée. Et il est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer par la syllabe. Donc il a mis en place un système qui allait coder syllabiquement la chaîne parlée. Donc il a mis tout ça en place dans les années 60, donc. Le temps que ça traverse l'Atlantique, c'est arrivé en France en 77, en Belgique en 80, et ça a été traduit et adapté au phonème du français, bien évidemment, puisque le principe de la LFPC consiste à coder les sons du français, ou les sons de la langue. Donc là, on arrive à notre question du départ. Langage ou langue, eh bien, c'est évidemment la langue qui est codée et non pas le langage qui est plutôt une conception linguistique, voire philosophique. Donc au départ, on a parlé de LCC, langage codé. C'est pour ça qu'il y a encore des restes de LPC, langage, hein, puis langage parlé complété et enfin langue française parlée complétée. Pour en parler, on parle généralement de LFPC, mais on n'entend encore que LPC ou code LPC. Ce code, qui a fait ses preuves, a été traduit dans 56 langues ou dialectes, évidemment, spécifiquement pour chacun, en fonction des phonèmes et du système phonologique de la langue en question. Donc, la LFPC, elle est pratiquée par les codeurs. Je fais juste une petite parenthèse, je crois qu'il y a quelque chose qui est préposé par les codeuses qui sera bien plus complet que ce que je vais vous faire. Du coup, il y a une licence professionnelle qui existe depuis 2005 qui ouvre au métier de codeur. J'ai pas trouvé de chiffres plus récents que 2017 où il y avait à peu près 200 codeurs en France, je pense qu'il y en a un petit peu plus maintenant. Les codeurs, ils vont intervenir au niveau des enfants sourds, dans leur intégration scolaire, pour un accompagnement au niveau des apprentissages, et aussi au niveau des personnes adultes, notamment au niveau de tout ce qui va être professionnel, qui va être des formations, des réunions, ou dans le contexte de la vie privée,
pour des rendez-vous administratifs, juridiques, médicaux ou aussi culturels. C'était une petite illustration de la difficulté que pouvaient représenter les sosies labiaux quand on a un déficit auditif. Si par exemple je vous dis, bon vous avez la solution, hein, mais vous ne pouvez pas savoir si j'ai dit il marche très vite ou il mange des frites. Pourquoi? Bon, je mets les deux phrases en parallèle, donc il mange des frites en haut et il marche très vite en bas. Donc il, pareil. Le me de marche et le me de mange, pareil. Le a de marche et le en de mange, un seul trait distinctif qui est la nasalité invisible. Le re de marche, phonème c'est un son de la langue, hein, phonème postérieur, invisible. Le ch et le je, sosie, point d'articulation exactement pareil, la seule différence, vibration des cordes vocales, invisible. Le te et le de, pareil, point d'articulation sur les dents, seule différence, vibration des cordes vocales, pas de différence. Le re, toujours invisible. Le et le et, en fonction des accents, en plus il est prononcé pareil. Donc très proche, juste une toute petite différence d'ouverture de la bouche. Le fe et le ve, labiodental, je le fais avec mes dents et ma lèvre du bas. Seule différence, vibration des cordes vocales, invisible. Le re, invisible. Le i, identique. Et le te, identique. On est dans deux phrases qui sont des sosies parfaits. C'est impossible de les différencier si on n'a pas le contexte. Donc, de quoi s'agit-il? C'est un code, comme il a été dit et comme la plupart connaissent déjà, qui vient se situer autour du visage et qui va accompagner la lecture labiale. Il est composé de 8 configurations de la main qui vont représenter les consonnes et de 5 positions autour du visage qui vont représenter les voyelles. L'association et la combinaison de la configuration de la main et de la position dans l'espace va fabriquer une syllabe, et en enchaînant ainsi les syllabes, on va pouvoir coder l'intégralité du message oral. Voici l'exemple des positions avec tous les sons du français. Et voici l'exemple des configurations ou des clés avec tous les sons consonantiques. Alors, pourquoi avons-nous besoin de coder et de rajouter quelque chose à la lecture labiale? Parce qu'elle a des limites, cette lecture labiale. Par exemple, la coarticulation. Si je vous fais là, vous voyez clairement ma langue qui va venir s'enrouler et se dérouler de vers le palais jusqu'en bas. Si je vous fais ta, vous voyez clairement ma langue qui vient taper au niveau de mes incisives et se reposer. Mais si je vous fais lou et tout, l'articulation du ou derrière la consonne va masquer l'articulation de la consonne et va la rendre impossible à identifier. Il y a aussi les sosies labiaux. Le peu, le be et le me se font avec la même articulation, et s'il n'y a pas un codage complémentaire, ça va être incapable de pouvoir les dissocier. Et enfin, tous les phonèmes invisibles, on a déjà vu le re dans l'exemple, et il y a aussi le que et le ge qui se font au niveau du fond de la bouche, et du coup qui ne sont pas identifiables en visuel. Pourquoi la lecture labiale a ses limites? Parce que ça va aussi dépendre de l'articulation du locuteur. Il y a des gens qui articulent plus ou moins bien, avec des situations de communication qui vont être plus ou moins favorables, notamment les contre-jours. Et enfin, pour la personne déficiente auditive, cette compensation, ce manque d'information orale compensé par la vue, demande un coût cognitif important. C'est-à-dire que le cerveau va venir chercher des infos supplémentaires, et cette activité-là est très coûteuse en fatigue et en énergie.
il faut savoir que quand on prend un message, on ne perçoit que 30% des informations de façon claire. Donc il y a quand même très très peu d'éléments qui vont arriver de façon évidente. Donc pourquoi avons-nous besoin de compenser? Parce que cette lecture labiale, si elle est déficitaire, elle va entraîner des problèmes dans l'acquisition du langage oral en général. Par exemple, si on prend le mot hippopotame, ce mot, s'il n'est pas bien perçu, on pourra peut-être imaginer que le po, le redoublement de la même syllabe, sera mal perçu, donc il va être perçu comme un hippotame, par exemple, et du coup mémorisé en tant que tel. Donc il va y avoir tout un stock de mots mal perçus et du coup mal mémorisés. On va avoir des perceptions de petits sons. Tout à l'heure, je vous parlais des phonèmes. Ces petits sons, ils peuvent avoir un rôle au niveau du sens. Et du coup, ça va faire des grosses différences dans la construction du langage au niveau du sens. Notamment au niveau des morphèmes grammaticaux. Par exemple, les articles les et des. Par exemple, si je vous dis « on a invité les amis », c'est pas pareil que si on dit « on a invité des amis ». Et cette toute petite différence entre le et le de, elle va être flagrante au niveau du sens. Pareil au niveau de la morphosyntaxe. La morphosyntaxe, c'est des petits sons isolés qui vont donner des indications sur des aspects de conjugaison ou de grammaire. Par exemple, ira et irait, on va basculer d'un futur à un conditionnel. Et du coup, on n'est plus du tout dans le même sens. Cette perception partielle de l'information, elle va plonger l'enfant en situation d'apprentissage dans une économie d'apprentissage, du coup, parce que c'est coûteux. Donc, quand il saisit quelque chose, il va se contenter de ça. Et du coup, on va avoir une pauvreté lexicale. Le vocabulaire ne va pas être étoffé. Une pauvreté morphosyntaxique. Tous ces marqueurs, la différence entre les et des, c'est un pluriel et puis ça suffit. D'accord? Donc du coup, on va avoir un langage oral qui s'appauvrit. Le corollaire de ça, c'est que la compréhension va être elle-même floue et globale. On va avoir un message global, mais le détail va être moins bien perçu. Et le tout mis bout à bout, vocabulaire, syntaxe et compréhension, ça va nous donner des pauvretés pragmatiques. La pragmatique, c'est comment j'utilise le message et la communication et qu'est-ce que j'en fais. Et du coup, c'est l'adaptation à la communication et à l'autre. Donc, on va travailler de façon spécifique la lecture labiale et la LFPC justement pour compléter cette réception du français, donner des éléments de discrimination pour favoriser cette réception. On va compléter l'audition par la vision. Il va y avoir aussi un aspect écologique, je dirais, où le fait de faire un codage à côté du visage va attirer l'attention sur ce qui se passe au niveau des lèvres, et notamment pour le tout petit, ça va lui montrer que c'est là que ça se passe. L'avantage aussi, c'est qu'on va coder intégralement le message. L'ensemble de l'information va être codé, et on va être dans une meilleure acquisition du langage oral, codé par phonème. Du coup, on va doper la connaissance et la pratique de la phonologie, et on va favoriser l'entrée dans le langage écrit. Pour qui ça s'adresse? Donc évidemment pour les personnes sourdes, peu importe le degré de surdité, moyenne, sévère, profonde, des personnes qui sont appareillées de prothèses auditives ou implantées. Il n'y a pas de différence au niveau de la proposition du projet thérapeutique. Il n'y a pas d'âge. Mais évidemment, comme toute acquisition, plus tôt on commence, et mieux c'est. Et aussi, il y a aussi un aspect un petit peu plus
relationnel, je dirais, 95% des parents d'enfants sourds sont entendants. Donc il y a quand même aussi un aspect de la transmission de la langue maternelle important pour s'inscrire dans une histoire familiale. Quand, donc on l'a vu, hein, le plus tôt possible, mais attention, on ne va pas proposer d'emblée de foncer sur la LFPC, sur un travail spécifique pour la surdité. Ça va s'inscrire dans un projet linguistique. D'où le rôle des professionnels de la surdité, un rôle d'information plus, avec des parents qui vont se retrouver projetés dans la surdité, qui n'y connaissent rien a priori, et qu'il va falloir accompagner. Il va falloir leur donner de l'information, il va falloir les guider vers la formation. Donc l'accompagnement parental qui va être dans la globalité, au niveau de la dynamique familiale également. On va pouvoir être aussi là pour rechercher et informer sur les structures qui utilisent la LFPC. Et l'adhésion à des associations, c'est pas à vous que je vais dire que c'est important, puisque évidemment, hein, on est là pour ça aujourd'hui. Comment pratiquer la LFPC? Donc, la pratique de la LFPC, elle doit être associée à un bain de langage en quantité, en qualité, en variété. C'est-à-dire que se mettre à coder et juste coder le matin, à midi et le soir, ça ne va pas être bon. Il va falloir que la prise en charge et la stimulation de cet enfant sourd soit complète. Donc il va falloir penser, restaurer cette fonction de communication qui souvent est un peu en panne, et il va falloir penser à le travailler. On va rester dans une expressivité, parfois le fait de se concentrer sur le codage, ça va un petit peu amoindrir le naturel, donc il va falloir penser à rester dans cette expressivité, des réactions, des mimiques. Il faut penser à adapter le rythme du codage et la vitesse du codage en fonction de sa propre compétence quand on est un parent qui commence à coder, des compétences de l'enfant qui est en face. Il faut bien évidemment synchroniser exactement le mouvement des lèvres et le codage. Si on code en différé, on perd tout l'intérêt de la construction globale du son. Et on va penser à des contextes favorisés comme l'éclairage, l'orientation, la précision au niveau du codage. Si on fait des mouvements qui peuvent être eux aussi des sosies, on a tout perdu. Et ça peut être aussi associé avec la LSF qui va s'inscrire, comme je disais tout à l'heure, dans un projet linguistique qui sera réfléchi avec la famille et proposé au cas par cas pour chaque enfant. Donc les avantages de proposer cette stimulation, c'est qu'on va avoir un accès au langage oral intégral, et donc le but c'est de favoriser cette acquisition. L'enfant entend par la vue, il va avoir un canal supplémentaire dans l'acquisition du langage oral, et il va venir être dopé par rapport à ce qu'il pourrait avoir juste en récupération prothétique. La LFPC s'inscrit dans une démarche d'intégration scolaire, notamment les codeurs vont pouvoir faire du lien au niveau de toute cette intégration scolaire. On est dans une situation quasiment transposable avec un enfant entendant, avec les mêmes possibilités. L'aptitude à la lecture labiale va être augmentée, toujours, avec cette attention portée sur ce qui se passe ici par le codage à côté. Et ça permet une simultanéité, c'est-à-dire que le message qui est codé est quasi fait en temps en comparaison avec une interprétation en LSF où il y a forcément un décalage entre le message oral, l'interprétation et le signe. Par contre, comme tout moyen, évidemment, c'est pas magique, il y a des limites. Donc, quelles limites peut-on trouver? Il peut y avoir un défaut de maîtrise du code
Par exemple, c'est trop coûteux cognitivement, le cerveau demande trop de compensation et ça épuise un petit peu les ressources et l'énergie, et du coup on met du temps à décoder, ou on a une capacité de codage ou de décodage qui est limitée. On peut avoir des problèmes de mémoire aussi, retenir les clés, identifier les clés. Attention, ce n'est pas une langue, c'est de la langue parlée complétée, mais ce n'est pas une langue à part entière, elle vient par-dessus la langue française comme un outil un petit peu exponentiel, je dirais, du langage oral. C'est une aide à la réception de la parole, alors, elle ne peut pas être considérée comme une langue toute seule. Ça n'est pas parce qu'on code ou que l'enfant a une bonne maîtrise du code et du décodage qu'il va être intelligible et qu'il va construire une morphosyntaxe. Je vous renvoie au bain de langage. Si on ne fait que coder des toutes petites phrases et qu'on ne travaille pas le vocabulaire, qu'on ne travaille pas la richesse, qu'on ne travaille pas la longueur des phrases, eh ben on ne va pas révolutionner tout ça. Donc ça n'est pas magique, malheureusement, et ça ne remplace pas toutes les autres composantes du message et de la communication. Les limites, elles peuvent aussi être dues à d'autres choses plus intrinsèques au patient. Par exemple, des handicaps associés. Malheureusement, on peut avoir un déficit auditif et aussi un trouble du spectre autistique, par exemple, ou un trouble attentionnel, ou un trouble de la mémoire de travail, mémoire visuelle. Il peut y avoir des problèmes de décodage, pour plusieurs raisons. On ne connaît pas bien le code, on n'identifie pas bien les clés. Et il peut y avoir un problème aussi de mise en place du code. Donc ça va être tout le travail des codeurs et des orthophonistes pour essayer de savoir pourquoi ça ne marche pas. Il peut y avoir des problèmes d'exposition au code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de codage dans la stimulation. Il y a une mauvaise utilisation, le code n'est pas bien maîtrisé. Et il peut y avoir aussi une limitation par le niveau linguistique. S'il y a des familles qui sont non francophones de base, c'est sûr que c'est plus compliqué de maîtriser le système phonologique, de pouvoir découper les mots en sons et de pouvoir aller les coder. Donc, la vigilance, elle doit toujours se faire sur le bain de langage complètement dopé, stimulé, en fonction de l'âge et des possibilités, et à adapter très régulièrement avec les partenaires et les professionnels de la surdité. Donc du coup, vous voyez que cette présentation de cet outil-là, il n'est pas spécifique à un travail orthophonique ou à un travail de codage, puisque nous faisons à peu près la même chose et nous devons regarder les mêmes choses. On est tous là pour accompagner l'enfant et la famille. On est des professionnels de la surdité, donc on doit faire ce lien-là et arriver à identifier les choses. Identifier par des évaluations spécifiques à l'orthophonie et spécifiques par les codeurs, mais aussi de la famille, des possibilités, des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent freiner, des besoins, parce que d'une famille à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins. Ça va être aussi des personnes ressources au niveau des interfaces avec des institutions, par exemple, avec le centre implant, pour les enfants implantés, avec l'école, avec les CESAD ou les centres, si l'enfant est aussi dans un cursus d'éducation spécialisée, et peut-être aussi avec la famille élargie ou les amis pour faire de la formation. Les deux partenaires orthophonistes et codeurs vont travailler à mettre en place l'outil LFPC. On va voir tout à l'heure, peut-être avec des spécificités. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut absolument que ce soit un et que ce travail se fasse en réseau, parce que la surdité, c'est compliqué, et il faut que tous les partenaires puissent avoir un point de vue et une façon de voir et de pouvoir fédérer un petit peu tout ce qui est identifié. Donc là, le travail complémentaire, il va être, pour l'orthophoniste,
un petit peu plus large au niveau de la communication, avec une utilisation de la LFPC comme un outil pour atteindre un projet thérapeutique qui aura été isolé dans le bilan orthophonique. Et grâce à cet outil du bilan orthophonique, il pourra y avoir des bilans complémentaires qui sont proposés sur d'autres axes que purement cette compréhension et cette réception. Le codeur, qui est spécialiste de la surdité, va avoir aussi un impact sur la vie globale de l'enfant. Il va avoir un lien et un regard plus spécialisé sur le vécu, sur le quotidien, et utiliser donc l'outil LFPC dans un bain pragmatique, c'est-à-dire du quotidien, une efficience de cette communication et de voir ça marche bien dans cette situation, moins bien dans cette situation, c'est mieux à l'école, c'est mieux quand c'est tel enseignant, à la maison ça marche très bien, ou ainsi de suite. Parce que le codeur, il est vraiment plongé in vivo dans le quotidien et dans le vécu de l'enfant. Du coup, ces spécificités vont amener peut-être l'orthophoniste, par exemple, à travailler sur d'autres aspects qui ne sont pas forcément directement liés à la surdité, mais qui vont participer à une meilleure compréhension, un meilleur traitement de l'information, notamment, par exemple, le traitement de la logique et de la logico-mathématique. Il va pouvoir y avoir aussi, en fonction des récupérations, un travail spécifique sur l'audition, sur les gnosies, c'est-à-dire reconnaître les sons, sur l'identification, sur le repérage. Il va y avoir un travail plus axé sur l'expression, puisque là on est au niveau de la réception du message avec la LFPC, mais il va falloir aussi travailler cette expression au niveau de l'articulation, au niveau de la parole, au niveau de la syntaxe et au niveau de l'informativité. Et ensuite, dans une étape un petit peu plus dans le futur de l'enfant, un travail plus ciblé sur le langage élaboré. On sait que souvent c'est des choses qui continuent à être compliquées au niveau de l'adolescence, au niveau de l'âge adulte, des choses qui vont tenir à la perception fine du message, et c'est plus compliqué. Donc il faut travailler l'abstraction, les inférences, c'est-à-dire comprendre quelque chose qui n'est pas forcément dit, l'implicite, l'humour, le deuxième sens. Et les codeurs, donc, en étant vraiment acteurs de la vie de l'enfant, famille, école, centre, ils vont participer au projet individualisé de l'enfant, ou de l'élève, si on est sur un projet au niveau scolaire. Ils vont avoir aussi le rôle d'information au niveau de la classe, de l'équipe pédagogique, pouvoir expliquer qu'est-ce que la surdité, qu'est-ce qu'un codeur, pourquoi il est là, qu'est-ce que ça apporte à cet enfant, pourquoi il a besoin d'avoir quelqu'un qui code ce que dit l'enseignant. Et un rôle aussi d'information et d'orientation, où il va pouvoir repérer peut-être que cet enfant il va pas bien en ce moment, c'est peut-être le moment de parler de psychologue, puisque le statut du codeur, vraiment avec la proximité de l'enfant, ça va être aussi de percevoir ce genre de choses. Donc en conclusion, le langage et son acquisition, c'est l'affaire de tous. On est tous acteurs dans cette prise en charge. Chaque intervenant, codeur, orthophoniste, parent, enseignant, va utiliser un des paramètres ou plusieurs des paramètres de la communication en fonction de l'outil, du moment, du besoin, de la situation, mais il n'y a rien qui est faux. Il faut un petit peu tout ça. Le petit homme, il doit apprendre à communiquer, et pour ça, il a besoin de tout, et de tous. Voilà, donc est-ce qu'il y a des choses que vous voulez préciser? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des échanges? J'ai été super clair apparemment. Vous avez parlé des familles où il y a le bilinguisme.
Donc vous avez parlé des familles bilinguistes, donc ça me concerne. Et j'ai jamais réussi à trouver la liste des langues, les 56 langues et dialectes qui ont été, où le langage parlé complété existe. Donc je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver cette information-là pour les autres langues. Alors ça, je pense que c'est plus les codeurs qui pourraient répondre. Moi, je sais que dans mes recherches, j'ai trouvé le code anglais, allemand, espagnol et italien, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver les 56 langues. Donc, par contre, la ressource, je ne sais pas. Est-ce qu'il existe une banque de données du LPC en général ou, je suis désolé, je ne peux pas. C'est dans quelle langue? Soit le dialecte marocain, soit la langue arabe littéraire. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé. Je pense qu'en arabe, ça existe, hein, le codage. Il nous semble, oui, puisqu'en fait, je sais qu'en fait, quand on fait des stages, il y a Tom Schultz qui travaille à Washington donc, sur les langages. Et là, il y a 3-4 ans, il travaillait sur l'éthiopien. Je pense qu'avant de travailler sur l'éthiopien, il a travaillé. Voilà. Donc peut-être rechercher dans ces universités-là autour de Washington, peut-être. Et puis sinon, transmettez-nous la question par mail et puis on va demander en fait. Sinon, si vous avez des contacts d'orthophonistes de langue arabe, je pense que vous pouvez avoir l'information aussi. C'était peu développé parce que justement je suis revenu de l'étranger par rapport à ça justement, puisqu'il y a encore beaucoup de lacunes dans certains pays de l'étranger. Donc même les orthophonistes n'étaient pas tellement formés sur la LPC. Excusez-moi, je m'en ai pris la parole. Si la maman parle avec donc une autre langue parlée complétée, avec sa langue maternelle, et le papa avec sa langue maternelle, est-ce que ça ne peut pas poser trop de problèmes à l'enfant parce que ça fait un double décodage? Après, on est toujours dans le principe de bain de langage. Donc, un enfant entendant qu'il y a des parents de 2 langues, voire de 3 langues, il va construire. Alors, c'est sûr, c'est plus compliqué, mais il n'y a pas de contre-indication. Donc, si vous êtes dans un principe de bain de langage dans une langue avec code, dans une autre langue avec le code de la langue, pourquoi pas, hein? Après, il y a une vigilance à avoir sur la progression de ces acquisitions et se rendre compte, être ouvert aux signes d'appel, de difficultés, de retard, et à ce moment-là, peut-être se dire, c'est peut-être trop compliqué d'être sur 2 langues, 2 codes, et réduire peut-être, se concentrer sur une langue et un code. Hein, mais a priori, au départ, si c'est un enfant qui, en dehors de la perception auditive, va bien, est éveillé, construit complètement plein de choses, moi, il me semble que le bain adapté dans une langue ou dans l'autre, ça, c'est pas contre-indiqué. Plus de questions? Alors, il me reste à vous remercier et à remercier l'association de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Merci Olivier.